Dans le cadre de notre mission de contrôle et au-delà des conséquences immédiates de ce 18e week-end de manifestation des Gilets jaunes entachés de violence, nous sommes ici pour comprendre ce que le Premier ministre a qualifié dès dimanche de dysfonctionnement, comprendre quelles sont les mesures correctives prises dès ce week-end et plus globalement pour apprécier la pertinence et l'efficacité passée et future des mesures prises par le gouvernement sur deux sujets. Premièrement, pour mettre fin aux exactions tout en demeurant dans le cadre strict du respect du droit à manifester. Et deuxièmement, pour évaluer, contenir, voire compenser les conséquences sur l'activité économique et donc plus généralement sur la consommation et sur notre économie. Mon collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, abordera naturellement les questions relatives au rétablissement de l'ordre public. Pour ma part, en tant que présidente de la commission des affaires économiques, je m'attacherai aux conséquences de ces événements sur l'économie française. Au préalable, je voudrais donc vous poser quelques questions. Comme je l'ai rappelé, nous en sommes au 18e week-end de manifestation, mais également au 18e week-end de violence et de dégradation depuis le 1er décembre. Si nous n'avons pas le recul nécessaire sur les conséquences économiques précises de cette séquence cette semaine, il est vraisemblable que nous avons aujourd'hui de quoi mesurer l'impact de cette crise depuis son commencement. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, quelle est votre évaluation, d'une part, des dégâts matériels et d'autre part, du manque à gagner pour le commerce, l'hôtellerie, et plus généralement pour notre pays, sur la croissance. Vous avez évoqué 0,2% du PIB, soit 4 milliards. Cela semble très en deçà des estimations des filières professionnelles. L'ANIA avance un préjudice global de 14 milliards. La Fédération française des assurances annonce avant ce week-end 180 millions d'euros et plus de 10 000 déclarations. La FCD évalue entre 300 et 500 millions d'euros les seules pertes dues au blocage. La CPME annonce 70 000 salariés dans plus de 5 000 entreprises qui seraient touchées par le chômage partiel. Avez-vous donc des estimations plus précises et avez-vous mis en place un outil de suivi et d'estimation de ces préjudices directs et indirects? Je souhaiterais ensuite que vous nous dressiez un bilan non pas seulement des mesures proposées aux commerçants, mais de celles réellement déployées et mises en œuvre à ce jour pour prendre en compte les conséquences à la fois des charges liées à la protection, j'allais dire pré-manifestation des commerces, des dégradations post-manifestation et des pertes de chiffre d'affaires des entreprises concernées. Je comprends par ailleurs, au contact des professionnels, que les polices d'assurance ne couvrent pas tout, et en particulier pas tous les vols, ni tous les pillages, ni dans la majeure partie des cas, le manque à gagner répétitif de chiffre d'affaires. Il faudra dans ce cas pouvoir mesurer le préjudice de non-chiffre d'affaires dans le temps, ainsi que le préjudice plus immatériel d'image. Parfois, Monsieur le Ministre, la loi est bien faite et l'article L211-10 du Code de sécurité intérieure institue une responsabilité sans faute de l'État pour dommages causés par des attroupements ou rassemblements sous l'appréciation du juge administratif. À ce sujet, des commerçants et des assureurs annoncent aujourd'hui par voie de presse vouloir se retourner contre l'État et avoir déjà entamé des procédures. Ma question est donc simple. Avez-vous vous-même engagé des discussions avec les assureurs? N'y a-t-il pas matière là à créer, compte tenu de la responsabilité de l'État, un régime d'indemnisation particulier? Enfin, nous sommes extrêmement intéressés pour obtenir votre éclairage sur la stratégie de sortie de crise d'un point de vue économique. Au-delà des préjudices directs, la lenteur avec laquelle le gouvernement apporte des réponses à la crise des Gilets jaunes entame à la fois la confiance des consommateurs, mais aussi celle des investisseurs. Ainsi, par exemple, à l'heure du Brexit, où nombre d'entreprises basées à Londres réfléchissent à leur nouvelle implantation européenne, les images des Champs-Élysées qui tournent en boucle fournissent probablement quelques éléments de réflexion. Les mesures de relance du pouvoir d'achat annoncées par le gouvernement peinent encore à produire des effets, alors même qu'elles ont un coût extrêmement élevé pour les finances publiques, estimé à plus de 20 milliards. Or, le gouvernement ne semble pas avoir de marge de manœuvre budgétaire.
Notre déficit public, nous le savons, dépassait 3%, notre dette atteint plus de 100% du PIB, si bien que les moyens pour relancer l'investissement et la consommation dans ce climat économique singulier et assombri par la crise des Gilets jaunes sont aujourd'hui extrêmement limités. Par conséquent, au-delà, vous me permettrez ce clin d'œil, au-delà des privatisations, j'ose à peine dire qu'en quelques week-ends, ce sont plus de 3 années de dividendes d'ADP qui viennent de partir en fumée. Comment allez-vous financer cette sortie de crise? Merci à Sophie Primas de cette introduction. Madame la Présidente, Messieurs les ministres et chers collègues, les violences et les pillages qui sont survenus principalement à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France samedi dernier, la constatation par le gouvernement de dysfonctionnement dans les opérations de maintien de l'ordre ont rendu nécessaire cette nouvelle audition. Sophie Primas et moi avons voulu qu'elle porte à la fois sur les conditions du rétablissement de l'ordre public nécessaire à l'expression des libertés et sur les conséquences économiques, qu'elles soient générales ou particulières, d'une situation d'extrême tension qui se prolonge depuis plusieurs mois. C'est le rôle du Parlement que de permettre au gouvernement de s'expliquer devant les Français en répondant aux questions de la représentation nationale. L'exercice auquel nous nous livrons cet après-midi vient en outre en écho à l'audition à laquelle nous avions procédé le 4 décembre dernier, à la suite des graves violences constatées à Paris lors des manifestations du 1er décembre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le secrétaire d'État, vous vous souvenez de nos échanges qui remontent maintenant à il y a près de 4 mois. Notre but, c'est d'évaluer avec vous la pertinence des mesures qui avaient été alors annoncées, de partager avec vous vos analyses et les nôtres sur les dysfonctionnements que vous avez identifiés, et enfin d'apprécier l'utilité, la contribution des mesures annoncées par le Premier ministre hier au rétablissement de l'ordre. Je dois dire, d'entrée de jeu, au nom de tous nos collègues, mes chers collègues, j'espère que je peux me prévaloir de votre adhésion aux propos que je vais tenir, que nous saluons, le Sénat salue, l'action et l'engagement de nos forces de l'ordre. Depuis maintenant 4 mois, elles font tout leur possible pour assurer chaque samedi la sécurité des personnes et des biens. Et je crois qu'il faut absolument leur rendre hommage. Si nous discutons ici des conditions du maintien de l'ordre public, c'est aussi parce que nous recherchons sincèrement les moyens de leur permettre d'accomplir leurs tâches avec une pleine efficacité quand elles sont tenues en échec par des mouvements ultra-violents qui sont évidemment d'une nature un peu nouvelle, même si, hélas, ils se sont répétés au cours des derniers mois. Donc je veux assurer les forces de l'ordre et les agents de la sécurité publique individuellement de notre entier soutien et de toute notre reconnaissance. Nous procéderons dans les jours qui viennent à d'autres auditions, organisations syndicales, aux responsables du maintien de l'ordre, ainsi qu'à celle de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons aujourd'hui à vous poser un certain nombre de questions sur les événements de samedi dernier. 5000 hommes étaient mobilisés, 1500 délinquants ultra-violents ont dévasté les Champs-Élysées et nous constatons effectivement que nos forces n'ont pas su contenir ces exactions. 18 semaines après le début de la mobilisation des Gilets jaunes, comment expliquer une telle situation
alors même que des signes d'une recrudescence de la violence avaient été perçus en amont par les services du renseignement territorial. C'est une question essentielle à laquelle vous serez amené naturellement à répondre. Est-ce que les contrôles en amont des manifestations ont été suffisants? Est-ce que les conséquences en ont été tirées? Pourquoi l'usage des lanceurs de balles de défense, dont vous avez défendu, Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, semaine après semaine, la nécessité n'ont pas été davantage été utilisés samedi? Il y a là-dessus, évidemment, de nombreuses interrogations auxquelles vous pourrez, je l'espère, répondre. Deuxièmement, sur la conduite générale des opérations de maintien de l'ordre depuis décembre et la stratégie du maintien de l'ordre, nous avons également un certain nombre de questions, parce que le 4 décembre dernier, vous nous aviez indiqué qu'une évolution de la doctrine de maintien de l'ordre avait été actée, qu'un groupe de travail intérieur-justice se réunissait, qu'il devait livrer ses conclusions au mois de janvier et que vous reviendriez vers nous pour nous livrer les conclusions de ce travail. Je crois que le moment est venu pour vous de le faire. Et puis nous avons une troisième série de questions sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement hier. L'interdiction de manifester dans certains lieux quand on a identifié la présence de casseurs. Quelle sera l'utilité réelle d'une telle mesure? Je me souviens que lors de votre audition en décembre, vous vous étiez vous-même interrogé sur l'utilité de ce type de mesure avec les risques de déport des hordes de délinquants vers d'autres secteurs que ceux que l'on protège. Nous avons aussi des questions à vous poser sur le renseignement, sur notre connaissance des groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche et sur les moyens qu'on aurait, les ayant identifiés, de judiciariser, notamment avec l'application de la loi de mars 2010 qui renforce la lutte contre les violences de groupe, des individus avant qu'ils ne commettent des actes d'agression. C'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende que de faire des actes préparatoires à la commission en réunion de faits de violence ou de dégradation dans le cadre d'une manifestation. Il y a un arsenal juridique, il nous semble qu'il faut l'utiliser. Enfin, il a été annoncé une augmentation du montant de la contravention en cas de participation à une manifestation non déclarée. Nous allons vous demander si cette contravention modique aujourd'hui est souvent prononcée et si vous avez un réel espoir que l'augmentation de la contravention jouera un rôle dissuasif et efficace pour prévenir ce type de manifestation. Alors, messieurs les ministres, nous allons vous laisser la parole, bien sûr. Je voudrais vous apporter quelques précisions, ainsi qu'à mes collègues, sur l'organisation de nos débats. Nous sommes très nombreux, il faut donc que nous acceptions une forme de discipline, mais nous en avons l'habitude au Sénat, puisque notre temps de parole est strictement mesuré en séance. Alors, mes chers collègues, les ministres, d'abord le ministre de l'Intérieur, puis le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État, s'ils le souhaitent, s'exprimeront chacun pour 10 minutes environ. Puis, la présidente Sophie Primas donnera la parole à ceux d'entre vous qui le souhaitent pour poser des questions au ministre de l'Économie et des Finances pour une vingtaine de minutes. Le ministre sera ensuite invité à y répondre, s'il le veut bien, en une dizaine de minutes, mais on ne va pas lui couper la parole s'il a besoin de nous donner davantage d'explications en réponse. Monsieur le maire est naturellement invité à participer à la suite de l'audition s'il le souhaite. La suite de l'audition, eh bien, je donnerai la parole à nos collègues qui voudront vous poser des questions pour une quarantaine de minutes sur les questions d'ordre public, de doctrine d'emploi des forces de sécurité et de mise en œuvre des nouvelles mesures qui ont été décidées par le gouvernement. Alors maintenant, mes chers collègues, vous m'avez vu venir avec de très gros sabots. Ça implique de votre part que vous acceptiez, et je crois qu'il y a un compteur, un chronomètre en état de marche devant vous, que vous ne dépassiez pas pour vos questions 1 minute et demie. Je vous rappelle qu'il s'agit de questions. Je sais que M. Grosdidier n'aura aucun mal à tenir cette autodiscipline parce qu'il s'est imposé un fort entraînement ces dernières semaines. Mais
Mais je crois que vraiment, si vous voulez être un peu partageur, que chacun de nos collègues puisse poser sa question, il faut qu'on s'en tienne à cette discipline. Alors, j'ai toujours ce rôle ingrat. Sophie Primas n'a pas voulu le tenir. Elle m'a laissé vous décrire l'organisation de nos travaux, mais nous serons intraitables. Voilà. Alors, pour respecter ce que je viens de dire, je donne, si Sophie Primas en est d'accord, la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président Philippe Bas et Madame la Présidente Sophie Primas, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Vous l'avez dit, avec solennité, avec émotion, avec fermeté, samedi, une nouvelle fois, Paris a été frappé de violences inacceptables. Samedi, une manifestation déclarée au même moment, la marche pour le climat, au sein de laquelle 36 000 personnes, soit 3 fois plus de monde que sur les Champs-Élysées, nous avons pu voir qu'elle peut se dérouler sans violence. Je le précise parce qu'il y avait aussi une autre manifestation encore, Marche des Solidarités, et donc 3 grandes manifestations étaient organisées sur Paris. Si nous en avions besoin, la preuve est faite une fois de plus que le problème, ce ne sont pas les manifestations. Le problème, ce sont les ultra-violents qui s'infiltrent dans tous les cortèges, qui cassent et qui pillent. Les ultra-jeunes et les black blocs qui poussent tous les manifestants vers la brutalité, vers la radicalité. Et sur les Champs-Élysées, samedi, il n'y avait plus de manifestants, il y avait des casseurs. J'évoquais le chiffre de 1500 black blocs identifiés très vite. Mais nous avions 8500 violents, 8500 casseurs qui étaient présents à leur côté. Des casseurs prêts à tout, des casseurs prêts à tuer. Nous avons tous vu l'immeuble incendie avec cette femme et son enfant sauvés in extremis par les policiers et les sapeurs-pompiers que certains ont tenté d'empêcher d'intervenir. J'aimerais d'abord, Monsieur le Président, dresser un bilan de cette journée. La journée de samedi a un lourd bilan. 27 magasins pillés, plus de 130 dégradés, 79 feux, dont 5 bâtiments, 30 policiers, gendarmes et pompiers blessés. Certains très gravement. Je pense à ce gendarme dont la mâchoire supérieure a été fracturée à cause d'un pavé. En 18 samedis, je tiens à vous le préciser, c'est le bilan le plus lourd pour les forces de sécurité intérieure que nous avons enregistré pour vous dire la violence de la situation à laquelle ils ont été confrontés. Et depuis le début du mouvement, chacun le sait ici, le bilan des casseurs, c'est près de 4000 blessés chez les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a un bilan matériel, il y a un bilan humain, il y a aussi un bilan économique grave, inquiétant, et évidemment Bruno Le Maire pourra le détailler. Le premier impact de cette crise est un impact de court terme qui porte sur le chiffre des affaires des entreprises et sur leur perte d'exploitation. Nous avons évalué cet impact à 0,1 point de PIB pour le 4e trimestre 2018 et jusqu'à 0,2 point de PIB pour 2018-2019. Je maintiens cette évaluation après consultation de l'ensemble des fédérations que vous avez indiquées, celle du commerce, celle de la grande distribution ou celle des PME. Il nous semble que le maximum d'impact direct doit être de l'ordre de 0,2 points de PIB pour 2018-2019 et 0,1 point de PIB pour le seul 4e trimestre 2018. Je rappelle qu'il faut toujours être très prudent sur ces évaluations, car il y a des effets de report de consommation qui sont très difficiles à évaluer. Certains consommateurs peuvent reporter de quelques semaines leur acte de consommation. Je rappelle également que cet impact s'ajoute à celui de la grève de la SNCF en 2018, qui est également évalué à 0,1 point de PIB au 2e trimestre. Ce qui est donc certain, c'est que la crise a eu un impact significatif sur le niveau de notre croissance. Et que cet impact est d'autant plus fort que la crise a éclaté au moment de consommation le plus important de l'année, c'est-à-dire celui des fêtes de Noël. Merci, Monsieur le Ministre. Aux réactions de la salle, je pense qu'il va y avoir un nombre certain de questions. J'enregistre déjà 11 prises de parole. Donc je vais rappeler la règle du jeu qui a été énoncée tout à l'heure par mon collègue Philippe Bas. Je vous rappelle, je vous demande de tenir vos questions en 1 minute 30, de respecter ce délai s'il vous plaît. Et je vous redis que cette première série de questions concerne des questions adressées à M. Bruno Le Maire, Monsieur le Ministre, sur des domaines économiques. Je crois qu'il faut qu'on fasse la différence entre manifestants et casseurs. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Casser, c'est un délit. Casser et agresser les forces de police, c'est inadmissible.
J'ai deux questions à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Première question. Non, les questions, Martial, sont au ministre de l'économie. Oui. Uniquement là. Ben, j'aurais bien aimé en poser une. Oui, mais après, il y aura une opportunité Oui, après. oui, oui. Très bien. Pardon. Je voudrais demander si le préfet de Paris servait de fusible, c'est tout. Oui. Hein. Ça viendra. Mes chers Pour collègues, le ministre. nous avons dit 2 fois que d'abord ce sont des questions au ministre de l'économie, et puis le ministre de l'économie va répondre, puis après on posera nos questions au ministre de l'Intérieur et au secrétaire d'État à l'Intérieur. Pardon de vous le rappeler. Très bien, merci Donc, Monsieur le Président. Donc il reste 30 secondes, Martial. Alors, Monsieur le ministre a fait l'impasse sur une crise sociale majeure dont ils ont la responsabilité. Et vit-on la même société? Tout à l'heure, quand j'écoutais Monsieur le ministre, j'ai l'impression que tout allait bien et qu'on ne comprenait pas qu'il y ait des manifestants. Et le commentaire était d'un optimisme débridé. Moi, je pose une vraie question. La question, ce n'est pas de reporter des échéances, c'est est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence alimenté par l'État pour justement venir en secours à des victimes des exactions de quelques personnes. S'il n'y a pas ce fonds, inévitablement, les reports d'échéances vont se traduire par des fermetures d'entreprises. À une question précise, je demanderai une réponse précise. L'hôtellerie souffre particulièrement. Je vous en parle en connaissance de cause, Monsieur le Ministre. Je suis certainement la seule hôtelière des Champs-Élysées ici présente aujourd'hui. Si les assureurs peuvent aujourd'hui indemniser les vols et les actes de vandalisme, il n'en est pas de même pour les pertes d'exploitation. Les assurances refusent aujourd'hui d'indemniser les entreprises sur les pertes d'exploitation qui sont réalisées. Mais nous sommes nombreux aujourd'hui, puisque la préfecture de police de Paris nous a indiqué qu'il fallait déposer plainte et déposer également un dossier d'indemnisation. Mais nous sommes plusieurs commerçants des Champs-Élysées aujourd'hui, Monsieur le Ministre, à estimer que cette procédure va durer des années et également que beaucoup de commerçants vont renoncer à cette option. Que leur répondez-vous, Monsieur le Ministre? Combien de temps devront-ils faire du contentieux? Monsieur le Ministre, que peut-on faire également pour faire comprendre à ces pilleurs que les dégradations entraînent du chômage technique, de la perte de salaire, de la perte de rémunération complémentaire de primes sur objectif, du non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée? Leur comportement touche des salariés qui sont des vendeurs, des réceptionnistes, des femmes de chambre, des gardiens de nuit, des sociétés qui détiennent des kiosques. Leur comportement touche toute l'activité économique. Et les gens, Monsieur le Ministre, sont terrorisés demain, samedi, d'aller travailler sur les Champs-Élysées. Je voudrais de nouveau attirer votre attention sur les mesures techniques que vous avez prises qui visent à annuler des charges, à étaler du paiement des impôts des commerçants, dont on ne sait pas très bien comment ces mesures, vous allez les financer, si ce n'est à travers un fonds d'indemnisation, alors que vous avez déjà débloqué plus de 10 milliards d'euros à la fin du mois de décembre sur des mesures d'urgence économique et sociale. Il faut continuer, même si vous avez mis en place des dispositifs qui visent à simplifier les démarches que doivent accomplir les commerçants, parce que les dossiers sont encore extrêmement compliqué à monter. Et je dirais aussi que l'on voit qu'il y a des dossiers qui ont été faits en décembre et pour lesquels les commerçants n'ont à ce jour pas encore reçu le moindre euro de remboursement. Alors est-ce qu'il y aura aussi une possibilité pour ces commerçants-là de pouvoir relancer le processus d'indemnisation quand les délais sont particulièrement longs? Merci beaucoup Dominique. La parole est à Marie-Pierre de la Gontrie, puis Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs dispositifs de nature à soutenir les commerçants ou les entreprises en difficulté, mais sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas entendu évoquer vos propositions concernant le soutien aux collectivités locales. Je suis élu de Paris, nous avons chiffré avant même les événements de samedi à 15 millions d'euros le coût pour la ville de tout ce qui a été mobilier urbain, voirie détruite, etc. Et sur ce point, qu'en est-il? Quels sont vos engagements? La deuxième question que je souhaite vous poser
proposé concerne l'indemnisation des commerçants, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour perte d'exploitation, même si vous avez précisé qu'il s'agissait des commerces qui pouvaient être amenés à disparaître s'il n'y avait pas cette aide. Mais il semble qu'il y ait un distinguo subtil qui soit opéré dans ces indemnisations, selon que ces commerces se trouvent dans le périmètre de fermeture ou dans le périmètre de réquisition. Bien évidemment, les plus nombreux sont dans les périmètres de réquisition et il serait quand même curieux que ces commerçants-là ne puissent pas être aidés de la même manière alors même qu'ils ont dû samedi après samedi fermer leur établissement. Je voudrais rappeler l'ensemble des mesures qui ont été prises pour étaler les charges sociales et fiscales qui pèsent sur les entreprises et par ailleurs pour faire des remises gracieuses sur chacune des entreprises qui peuvent être concernées. Si les difficultés financières d'un commerçant ne peuvent pas être résorbées par un plan d'étalement des paiements, puisque c'était la question que vous me posiez, il peut solliciter une remise partielle ou totale de ses impôts directs. Par exemple, l'impôt sur les bénéfices ou la contribution économique territoriale. Donc on a bien un dispositif qui couvre toutes les entreprises, qui n'est pas uniquement de l'étalement, mais qui est aussi de la remise partielle ou totale. Les services des impôts procèdent ensuite à un examen au cas par cas de ces demandes de remise gracieuse. Et je pense que si notre audition peut servir à faire connaître ces dispositifs qui ne sont pas toujours suffisamment employés, tant mieux. Les critères qui sont appliqués, ça rejoint la question que vous m'aviez posée, sont des critères très concrets. Dans le cas d'entreprises sans impôt sur le revenu, la perte du chiffre d'affaires, le défaut de liquidité ou l'incapacité de régler ses dettes sont prises en compte, mais aussi la situation personnelle du commerçant. Et je tiens à rappeler que ce dispositif qui peut aller jusqu'à la suppression de tout impôt direct pour le commerçant est un dispositif totalement exceptionnel qui vise un objectif, éviter quelque défaillance que ce soit d'un commerçant ou d'un artisan à cause de la crise des Gilets jaunes. Il est accessible sur le site impôts.gouv.fr. Le formulaire est simple à remplir et je pense que ça répond très concrètement à cette demande que vous me posiez sur la situation personnelle de trésorerie des commerçants et des artisans. Alors si ça peut être mieux connu, profitons de cette audition pour faire mieux connaître les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Jean-Pierre Mauguin, vous m'avez interrogé là aussi sur l'indemnisation, je pense y avoir répondu. Sur les compagnies d'assurance et sur les banques, j'ai demandé aux compagnies d'assurance et aux banques de mettre en place des procédures accélérées. J'ai également demandé aux banques de faire un traitement au cas par cas de la situation des commerçants, artisans ou PME qui pouvaient être concernés pour qu'elles apportent des solutions en termes de trésorerie les plus efficaces et les plus rapides possibles. Et je consulte la Fédération bancaire française très régulièrement pour m'assurer que c'est bien au niveau des agences bancaires, au niveau local, qu'on apporte des réponses de trésorerie aux entreprises qui auraient été impactées par la crise des Gilets jaunes. Et je redis là aussi publiquement que s'il y a la moindre difficulté avec une agence bancaire, avec une banque spécifiquement, en termes de soutien à la trésorerie de cette entreprise qui aurait été touchée par la crise des Gilets jaunes, elles doivent le signaler puisque l'engagement qui a été pris par la Fédération bancaire française, c'est d'apporter une réponse de trésorerie à chaque entreprise qui aurait été touchée par cette crise. Et j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que pour moi, l'une des réponses qui doit être apportée à cette crise, c'est baisser la dépense publique pour baisser plus rapidement les impôts des ménages et les impôts des entreprises, notamment les impôts de production. Voilà la conviction qui est la mienne et dont j'ai fait preuve à plusieurs reprises. Il me semble que la baisse des impôts est une demande forte, aussi bien des ménages que des entreprises. Elisabeth Lamure, sur les reports d'échéance, je vous réponds ce que j'ai déjà répondu tout à l'heure à Monsieur Raison, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un étalement possible des dettes sociales ou des dettes fiscales et une possibilité d'annulation d'un certain nombre d'impôts sous réserve que la situation du commerçant, de l'artisan ou de la PME soit réellement une situation précaire qui puisse menacer l'existence de l'entreprise. S'agissant de la taxation GAFA, je veux vous remercier du soutien que vous avez apporté de manière constante à la taxation des géants du numérique. Je pense que c'est effectivement une question de justice et une question d'efficacité.
Je ne pense pas qu'il soit de bonne politique d'affecter directement le produit de la taxe aux commerçants, mais je garantis en tout état de cause le financement des dispositifs qui sont mis en place pour les commerçants. Mais je redis avec beaucoup de fermeté que je crois à une politique de création de richesses en priorité absolue, car la France ne crée pas suffisamment de richesses pour permettre à tous nos compatriotes de vivre dignement de leur travail et pour avoir partout sur vos territoires les activités, les usines, les entreprises, les PME qui se développent. En tout cas, c'est la ligne économique que je défends et que je continuerai à défendre. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas corriger ici ou là des injustices qui méritent d'être corrigées. C'est ce que nous faisons avec la taxation des géants du numérique. Donc quand il faut corriger des injustices, nous le faisons. C'est ce que je ferai dans le cadre du G7 en mettant en place une imposition minimale pour qu'aucune multinationale ne puisse échapper à un impôt juste, minimal en France et en Europe. Mais pour autant, je le maintiens, la France doit créer plus de richesses pour garantir notre prospérité collective. Monsieur le ministre, si je peux appeler une réponse peut-être plus ciblée sur le sujet qui nous autorise aujourd'hui. On n'est pas dans un discours de politique générale, donc voilà, je vous invite à Je réponds à des questions générales par des réponses générales et à des questions précises par des réponses précises. Je vous remercie. Jean-Marie Gavotti m'a posé pour le coup une question très précise sur les contrats d'assurance. Je réponds là de manière très précise. Soit l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance qui couvre la perte d'exploitation et dans ce cas-là, elle est couverte, mais l'État n'a pas vocation à se substituer à un contrat d'assurance couvrant la perte d'exploitation. Et dans ce cas-là, si l'entreprise n'a pas souscrit un contrat avec perte d'exploitation, elle doit se retourner vers les dispositifs dont j'ai déjà parlé qui permettent d'éviter toute défaillance d'entreprise. Michel Magras, vous m'avez interrogé sur l'outre-mer. Il est évident que l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place couvrent évidemment les départements et territoires d'outre-mer. Je tiens juste à préciser, puisque vous m'interrogez sur la Réunion, que 64% des dépenses engagées au titre du chômage partiel bénéficient à la Réunion. Donc je pense que c'est la preuve par le chiffre que ces mesures peuvent concerner très directement nos départements d'outre-mer. Brigitte Lherbier sur l'habillement, je confirme qu'effectivement l'habillement a été impacté fortement par la crise actuelle. La consommation des biens textiles au 4e trimestre 2018 a baissé de 0,4%. Donc c'est une baisse qui est très significative et qui justifie les mesures d'accompagnement que nous avons mis en place. Marie-Noëlle Lienemann, pardon de faire une réponse générale à une question qui était générale, mais Marie-Noëlle Lienemann nous reproche de ne pas avoir pris de mesures en soutien au pouvoir d'achat. Je rappelle juste que nous avons, à la demande du président de la République, débloqué 10 milliards d'euros qui bénéficient principalement aux personnes qui travaillent grâce à l'augmentation de la prime d'activité, que nous avons supprimé les charges sociales pour les salariés sur l'assurance chômage et l'assurance maladie, que nous avons supprimé la taxe à 20% sur l'intéressement et la participation, que nous avons commencé à supprimer la taxe d'habitation et que nous avons donc, au premier trimestre 2019, un impact très favorable sur le pouvoir d'achat dont Mme Lienemann devrait se réjouir. Madame, ça n'est jamais suffisant, je le sais bien, mais je pense que ça va dans la bonne direction pour soutenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Disons que ça n'arrête rien, Monsieur le ministre. Évelyne Renaud. Sur l'hôtellerie et la restauration, je ne vais pas rappeler les dispositifs qui sont mis en place. Je voudrais juste dire que je partage totalement ce que vous avez dit sur les serveurs, les réceptionnistes, les chefs de rang, les femmes de chambre, les kiosquiers à l'extérieur des établissements, parce que tous ceux qui veulent faire la révolution par la violence, en s'armant de grands slogans, devraient constater qu'ils font le malheur de dizaines de milliers de personnes qui cherchent simplement à travailler et à vivre dignement de leur travail. Et que quand on parle d'hôtellerie et de restauration, on parle effectivement de personnes qui aujourd'hui, au lieu d'aller servir, au lieu d'aller préparer des repas, au lieu d'aller préparer des chambres, au lieu d'accueillir des clients, sont obligés de rester chez eux en chômage partiel alors qu'ils voudraient travailler et vivre dignement de leur travail. Et je pense que de ce point de vue-là, ça discrédite totalement et définitivement tous ceux qui veulent répandre la violence à Paris ou dans le reste de la France. Dominique Estrosi, sur la question des délais, moi j'ai redit que j'étais prêt à étudier un certain nombre de délais. J'ai déjà accepté de reporter
les délais du 30 mars jusqu'au 30 avril. S'il y a besoin d'un allongement supplémentaire des délais parce qu'il y a des crises à répétition, eh bien je serai à chaque fois ouvert à la prolongation de ces délais pour ne laisser personne de côté, que chacun puisse trouver une solution à ces difficultés. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Comme vous le savez, notre commission fera séparément d'autres auditions à la suite de cette première audition de ministre. Vous avez dit, Monsieur le ministre, que personne ne mettra la clé sous la porte. C'est évidemment notre souhait et donc je proposerai à la commission des affaires économiques de mettre en place un groupe de suivi interne à notre commission, un groupe de suivi et de contrôle sur les conséquences de cette crise dont il faut bien dire aujourd'hui que nous ne connaissons pas l'issue en termes de date et de durée. Donc nous aurons en charge dans la commission des affaires économiques un suivi de ce qui se passera et de l'état des lieux des commerçants en particulier. Quand je dis commerçants, c'est bien entendu au sens large. Donc merci pour cette première salve de questions et je passe le relais à mon collègue Philippe Bas. En libérant, si vous le souhaitez. Merci, chère Sophie Primas. Nous allons donc passer aux questions qui sont adressées au ministre de l'Intérieur ou au secrétaire d'État à l'Intérieur. La première question est celle du président Patrick Kanner. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les ministres. L'ordre public est une condition de la liberté d'expression consacrée par notre République. Ce qui s'est passé samedi, après le 1er décembre, déjà, après tous ces samedis de mobilisation, est insupportable, comme l'est le sentiment d'impuissance que laissent passer les différentes déclarations gouvernementales. Bien sûr, nous condamnons les violences, comme nous le faisons systématiquement depuis 4 mois, mais condamner les violences ne suffit plus. Il faut aussi que le gouvernement entende les critiques sur son organisation du maintien de l'ordre autour des manifestations. Le Premier ministre a reconnu dimanche des dysfonctionnements, mais ce n'est pas que depuis samedi dernier que ça dysfonctionne. Ça fait des semaines. Les forces de l'ordre le disent, les syndicats le disent, les observateurs étrangers le disent, l'opposition le dit. Avez-vous entendu, messieurs les ministres? Débordements, impossibilité de contenir des casseurs ultra-violents, dérapage d'individus contre les forces de l'ordre. Tout cela est lié et confirme une forme de délitement au sein de l'État. Il est temps d'organiser le maintien de l'ordre dans notre pays de manière nouvelle. Je ne vous cache pas que les déclarations ce matin de M. Laurent Nunez sur la notion de contact peuvent inquiéter tous ceux qui croient à notre fonctionnement démocratique en matière de manifestation. Il est temps de revenir sur la suppression de 120 000 fonctionnaires qui empêchent le recrutement massif de forces de l'ordre dans notre pays, qui font face au terrorisme et à des bandes de casseurs. Il est temps de donner bien sûr des moyens humains à la justice pour qu'elle puisse agir contre ceux qui sont coupables de violence. En conclusion, toutes ces actions sont liées, messieurs les ministres. Toutes nécessitent un engagement de l'État et non pas un désengagement comme c'est le cas aujourd'hui. Une question très simple. Avez-vous correctement jugé l'ampleur des réponses à apporter à une situation inédite dans notre pays? Votre triptyque libérer, protéger, unir est-il toujours d'actualité? Merci, chers collègues. Je m'aperçois que j'avais oublié de rappeler la règle que nous avons fixée en début de séance. 1 minute 30 par question au maximum. Et maintenant que j'ai rappelé la règle, je pourrais la faire respecter. La prochaine question est celle de M. Henri Leroy. Oui, Madame et Monsieur les Présidents, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vraisemblablement vos mesures annoncées démontreront samedi prochain. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances qui nous quitte. Allez-y, Monsieur Leroy. Et vous m'avez pris 10 secondes. Vos mesures démontreront samedi prochain, acte 19, si elles sont adéquates et surtout efficaces. Compte tenu de l'état de quasi-guerre urbaine vécu samedi dernier sur les champs, il était très possible, voire attendu, de prendre des dispositions pour interdire les manifestations, autoriser les perquisitions administratives en exploitant les renseignements en possession des services de police et de gendarmerie sur les casseurs, mais également les assigner à résidence, permettre aux commerçants de travailler enfin un ou plusieurs samedis, aux forces de l'ordre de souffler un petit peu, de rassurer tous les Français. Ma question, Monsieur le Ministre, pourquoi, en attendant la mise en application de la loi anti-casseurs, n'avez-vous pas demandé d'instituer l'état d'urgence qui se justifie pleinement? Merci.
Merci beaucoup, chers collègues. Madame Trendley. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Selon des informations relayées par la presse quelques jours avant la nouvelle manifestation parisienne, la préfecture de police aurait été informée par les services du renseignement d'un risque de mobilisation de plusieurs centaines de Black Blocs. Est-ce bien le cas? Je pense que vous allez le confirmer. Dans l'affirmative, quels ont été les moyens de contrôle mis en œuvre en amont des manifestations pour prévenir l'intrusion d'armes sur le périmètre de la manifestation? Des réquisitions du procureur de la République de Paris ont-elles été prises? Les moyens déployés pour assurer les contrôles étaient-ils suffisants? Et ont-ils été inférieurs aux moyens mis en place au cours des semaines précédentes? Je vous remercie. Merci de la concision de votre question, chers collègues. Madame Eustache-Brinio. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors j'ai bien écouté vos propos et vos explications au début de cette audition. Et comme beaucoup de Français, j'imagine, je n'ai toujours pas compris comment nous en sommes arrivés au saccage des Champs-Élysées samedi. Voilà, vos explications m'échappent un petit peu et j'ai toujours pas compris. Alors, un certain nombre de syndicats de police ont souligné des dysfonctionnements majeurs dans la chaîne de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation. Ils ont notamment regretté un manque de réactivité de la hiérarchie policière et des instructions trop tardives. Alors, Monsieur le Ministre, les services de la préfecture de police ont-ils été dépassés par les événements samedi après-midi? Y a-t-il eu un manque de préparation et d'anticipation, comme le laissent penser certaines critiques? Et alors, du coup, comment espérer que le maintien de l'ordre soit réellement assuré samedi prochain? Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je condamne fortement les violences commises samedi et les violences commises les jours précédents, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Comment se fait-il qu'on laisse faire les casseurs manifestation après manifestation? Vous arrivez à les compter, puisque vous nous donnez le chiffre, mais pas à les arrêter. À qui profitent ces violences? Est-ce à discréditer le mouvement des Gilets jaunes, dont la majorité est tout de même pacifique? Vous avez pris des dispositions musclées pour éviter les violences et dégradations samedi prochain. Pensez-vous que la répression croissante soit la seule réponse? Vos nouvelles dispositions pourraient aussi ne pas être suivies par les manifestants. Si c'est le cas, que ferez-vous? Par conséquent, il serait temps de donner une réponse politique à ces personnes qui manifestent pour leur pouvoir d'achat et la justice sociale. À quand cette réponse? Monsieur le ministre, dans vos propos, vous avez dit que la loi anti-casseurs, dite anti-casseurs, a effectivement été votée la semaine dernière. Or, cette loi fait l'objet de 3 saisines au Conseil constitutionnel, dont une même du président de la République. Monsieur le ministre, vous saviez, vous nous l'avez dit, que le samedi serait difficile. Aussi, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas demandé au Conseil constitutionnel de statuer en urgence? L'article 61 alinéa 3 le permet. Cela aurait peut-être aidé à prévenir et à maintenir l'ordre public, puisque cette loi est faite pour ça. Monsieur Marc. Merci Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. Ma première question rejoint celle de Marie Mercier, puisque je souhaitais savoir quand vous espériez que cette loi finalement soit promulguée, bien évidemment après le passage au Conseil constitutionnel, mais il faut que cela se passe le plus rapidement possible. Deuxième question, une loi sur les caméras mobiles, qui avait été d'ailleurs initiée lorsqu'il était député par une PPL par mon collègue De Col, qui a été adopté, il y a eu plus de 6 mois pour que les décrets soient pris. Vous nous avez dit lors d'une audition du mois de janvier que les policiers qui seraient en possession de LBD seraient aussi porteurs de caméras mobiles.
où c'est que nous en sommes aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Telle est ma question. Et ensuite, dernière question, quand allez-vous changer de doctrine du maintien de l'ordre? J'ai bien compris, d'après vos explications, qu'il fallait un bouc émissaire, c'était le préfet Delpuech, mais désormais, je pense que les Français ne vous en voudront pas si vous allez au contact. Il y aura peut-être des dégâts, mais écoutez, la démocratie peut-être a un prix, parfois, hélas, un coût, mais je crois que tout le monde sera avec vous lorsque ce changement de doctrine s'opérera. Bien, donc 90 secondes, 3 questions. Premièrement, le dispositif parisien samedi ne traduisait-il pas une stratégie trop statique et une mauvaise répartition des moyens humains? 12 compagnies républicaines de sécurité accaparées par la protection de la présidence de la République et des escadrons de gendarmerie place de l'Étoile qui sont moins rompus à cette guérilla urbaine. Ne fallait-il pas placer plutôt les gendarmes à la présidence et des CRS sur la voie publique? Deuxième question, quels étaient les ordres pour l'usage des LBD? Ce n'est pas une arme pour disperser les manifestants, on est d'accord, on en avait parlé la semaine dernière au Sénat, mais bien pour neutraliser les délinquants s'en prenant aux personnes et aux biens. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas ou en retard? D'ailleurs, il me semble qu'avec 137 tirs seulement, vous avez déjà répondu à la question. Troisième question, vous dites que vos ordres n'ont pas été exécutés samedi. Quels étaient les ordres qui n'ont pas été exécutés? Qui a pris l'initiative de les changer? Vous étiez sur place et pas au ski. Alors pourquoi ne vous en êtes pas rendu compte plus tôt pour imposer le respect de vos ordres? Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame L'Herbier. Monsieur le ministre, une cellule de veille policière recense les photos des casseurs en visionnant les vidéos d'actes de vandalisme, de violence, de casse. Cette cellule a pu identifier et repérer des personnes par recoupement. Alors je voudrais savoir si la justice retient bien ces images pour preuve de la violence. Avez-vous des chiffres de personnes sanctionnées grâce à ce repérage vidéo, par exemple lors des comparutions immédiates, mais autres? Et le cas échéant, avons-nous un manque dans notre arsenal juridique à ce propos? Merci. Merci, chers collègues. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Il a été dit et rappelé par vous-même, mais aussi par le préfet de police, avant même les événements de samedi, qu'un pic de violence était attendu et qu'un certain nombre de Black Blocs étaient attendus à Paris. C'est dire que l'épisode n'a pas surpris les forces de l'ordre. Pourtant, vous auriez mobilisé 5000 policiers et gendarmes, alors que le 8 décembre, ils étaient 8000. Quelle en est la raison? Vous avez évoqué par ailleurs le fait que la préfecture de police n'aurait pas respecté les consignes. Mon collègue Grosdidier l'a évoqué à l'instant. C'est assez curieux que vous rendant sur place avec le Premier ministre à 16 h, vous n'ayez pas pu constater qu'il y avait un problème avec les consignes que vous aviez données. Enfin, dans les décisions qui ont été annoncées, une décision est très frappante et qui serait la conséquence de ce que vous appelez le dysfonctionnement de toute la chaîne de commandement. Vous avez décidé de remplacer le préfet de police, mais plus encore ont été évincés le directeur de cabinet du préfet et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. En quelques heures, ce sont donc 3 hauts responsables de la préfecture de police qui sont donc remplacés. Et le nouveau préfet de police, qui est Didier Lallemand, ce n'est pas lui faire injure que de rappeler qu'il n'a jamais fait carrière au sein de la PP. Donc ma question est, quel est le motif de toutes ces évictions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser le rêve de certains, à savoir mettre enfin la main sur ce qui est appelé l'État dans l'État et faire disparaître la préfecture de police? Dernière question, 174 enquêtes auraient été confiées à l'IGPN. Nous n'en avons jamais eu aucun écho. Quels sont les résultats aujourd'hui? Merci, chers collègues. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, on est dans une situation où le Sénat se saisit d'une question d'actualité brûlante. Je crois qu'il en a le devoir, il a raison, mais il nous faut avoir le cœur chaud et la tête froide. Et vous avez raison, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas le Premier ministre de l'Intérieur à devoir faire face aux Black Blocs. Et il faut le dire, il faut les condamner, ce qui s'est passé est intolérable, mais à distinguer évidemment des manifestants, qu'ils enfilent un gilet jaune ou pas, qui manifestent pour leur dû. Mais on est dans une situation inédite, Monsieur le Ministre, où on a d'un côté les gilets jaunes
qui pour beaucoup quand même sont des hommes et des femmes, des concitoyens, qui gagnent peu d'argent et qui revendiquent pour leur dû, dont certains vont finir mutilés ou éborgnés, dont les travaux du journaliste Dufresne nous l'indiquent tous les week-ends. C'est insupportable et je vous le redis, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas un mot de compassion pour elles et eux. Nous avons de l'autre côté nos forces de l'ordre qui sont épuisées après 18 semaines et qui se sentent abandonnées et véritablement ne savent plus comment répondre. Et de l'autre côté, je le dis, nous l'avons évoqué avec le ministre de l'économie et des finances, les commerçants. Moi, la question est simple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est par la réponse encore répressive que nous allons régler cette question politique, c'est-à-dire dans la droite ligne de la loi anti-casseurs votée par le Sénat, qui à mon avis ne résoudra rien, ou est-ce que c'est une réponse politique qui résoudra le problème pour répondre aux revendications sociales qui sont légitimes? Je vous remercie. Je complète la question de M. Durin parce qu'elle rejoint celle que j'ai posée dans mon propos liminaire. Il y a une loi, celle de 2010, elle permet de traduire en justice des gens qui préparent des actions violentes dans le cadre de manifestations. M. Nounès nous a dit tout à l'heure que cette loi ne pouvait qu'exceptionnellement être appliquée, qu'il y avait un mélange entre les activistes violents de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite et des gilets jaunes qui se livrent même à la violence. Cette explication, Monsieur le ministre, ne m'a pas complètement satisfait et c'est un euphémisme parce que si vous les surveillez et vous les connaissez, qu'est-ce qui empêche pour une partie, c'est-à-dire les gens de la mouvance d'extrême gauche ou d'extrême droite, de les traduire en justice? Je suis très étonné que ça ne se pratique pas. Voilà, je complète la question juste. Alors, Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus d'un mois, j'intervenais pour le groupe Union Centriste lors des questions au gouvernement en vous posant une question, Monsieur le Ministre, en ces termes au sujet des Gilets jaunes. L'agitation de rue doit cesser. S'ils veulent manifester, très bien, mais selon les règles républicaines, pas n'importe où, pas n'importe comment. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera dans 162 semaines. Au train où vont les choses, peut-on imaginer qu'il y aura un acte 180 des Gilets jaunes? Je répète donc la question que j'ai posée il y a un mois, pardonnez-moi. Quand comptez-vous avoir rétabli l'ordre républicain? Une semaine? Un mois? Un an? Merci. Merci, chers collègues, de cette question précise. Madame Muriel Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a une conséquence, me semble-t-il, de toutes ces manifestations violentes que nous n'avons pas encore envisagées et qui est l'opinion que commencent à se faire certains de nos concitoyens de la République. Il ne vous a pas échappé qu'une thèse qui circule beaucoup grâce à l'ampleur des réseaux sociaux consiste à dire que toutes ces violences n'ont été possibles samedi que par la complaisance du gouvernement. Le nombre de manifestants et leur violence étaient prévus, vous nous l'avez confirmé. Les forces de l'ordre ont été mises en face en nombre suffisant, vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. Et pour autant, ces violences ont pu avoir lieu. Alors c'est une vision mortifère pour la République, puisqu'alors qu'elle doit faire régner l'ordre par sa passivité, par sa complicité, elle en serait en réalité complice du trouble qui est causé à l'ordre public. Que répondez-vous à ceux qui sont les tenants de cette thèse? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le préfet de police a été révoqué et avec lui tombent les têtes. Ma question est très simple. Le préfet de police, Monsieur le ministre de l'Intérieur, a-t-il désobéi? Vous a-t-il désobéi? En quoi précisément vous a-t-il désobéi? Et ne considérez-vous pas que vous avez une responsabilité personnelle? Monsieur Richard, pardon, parce que j'ai deux autres collègues qui veulent poser aussi une question. Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais rebondir sur les questions à la fois de Madame Deromedi et de Monsieur Durin. 345 interpellations, nous dit-on, sur plusieurs milliers de casseurs, dont 1500 Black Blocs. C'est du moins les chiffres qui nous ont été indiqués. Pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que ce chiffre apparaît faible eu égard à l'importance du nombre d'interpellations, eu égard au nombre de casseurs présents et susceptible de nourrir chez nos concitoyens un sentiment d'impunité pour les casseurs? Dès lors, j'ai trois questions à vous poser. Comment expliquer qu'il n'ait pu être procédé à plus d'interpellations? S'agit-il d'un choix stratégique effectué par les autorités civiles ou alors est-ce que cela résulte d'une insuffisance de moyens? Deuxième question, le dispositif des DAR, donc les détachements d'action rapide,
dont on nous a parlé, qui sont justement chargés de procéder à ces interpellations, a clairement démontré ses limites. Vous nous avez indiqué qu'on y substituerait, vous y substitueriez un nouveau dispositif. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif? Et enfin, quel est le profil des personnes interpellées? Parmi elles, des casseurs ou membres des Black Blocs ont-ils pu être identifiés? J'insiste particulièrement sur les Black Blocs. Et de façon générale, quels sont les moyens mis en œuvre par vos services pour faciliter l'identification de ces derniers? Merci. Messieurs les ministres, ce sont 29 questions, pas moins de 29 questions qui vous sont posées par mes collègues et par moi-même, et vous avez maintenant tout le temps pour y répondre. Merci, Monsieur le Président. Pour que ce soit moins fastidieux, on va alterner les réponses et comme ça permettra de rebondir. Il est normal qu'il y ait 29 questions devant votre commission compte tenu de l'importance du dossier dont on parle. Je voudrais d'abord dire quelques propos globaux. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation interne, nous y reviendrons. Et puis, il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. L'image n'a rien à voir avec celle à laquelle nous avons assisté le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a eu des violences, il y a eu des attaques contre les commerces, mais systématiquement, on a vu les forces de l'ordre intervenir, mettre un terme aux troubles de l'ordre public. Il y a eu des interpellations, pas forcément plus nombreuses que celles de samedi dernier, mais il y avait une réactivité à laquelle nous n'avons pas assisté, et c'est à partir de là que nous avons pris un certain nombre de décisions et décidé de faire évoluer le dispositif. Je voudrais rappeler et le redire avant de répondre sur la situation plus dure que nous devons gérer. Mais lorsque la manifestation est régulièrement déclarée et pacifique, les forces de l'ordre ont l'habitude de travailler avec les partenaires. Ça a été le cas aujourd'hui. 131 000 personnes ont manifesté aujourd'hui en France. À l'heure qu'il est, je n'ai aucune remontée de troubles sur le domaine public dans ce cadre-là. Et il y a ensuite des manifestations qui peuvent être déclarées et troublées par des débordements, et il y a des manifestations qui ne sont pas déclarées et dans lesquelles les risques d'atteinte aux personnes et aux biens est majeur. Et à ce moment-là, nous voulons mettre en place ce dispositif renforcé qui a été présenté par le Premier ministre hier. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse graduée qui va jusqu'à l'interdiction des rassemblements. Et en répondant à vos questions, on va éclairer, je crois, la façon dont on souhaite que cela soit mis en œuvre. Il faut aussi des moyens d'intervention et des équipements qui permettent d'assurer, et vos questions l'ont montré, des ripostes dynamiques, immédiates et mobiles. C'est le changement de doctrine que nous avons mis en place à partir du 1er décembre et qui n'a pas fonctionné la semaine dernière dans les conditions idéales. Il a fonctionné en partie. Inutile de préciser qu'à la fois nos forces de sécurité ont sauvé des femmes, des hommes qui étaient menacés, notamment dans des incendies, mais ils ont aussi préservé beaucoup parce que nous avons des gens qui sont là pour casser et qui viennent pour casser sans forcément viser telle ou telle représentation d'un capital ou d'autres combats politiques qu'ils pensent marquer en brûlant des enseignes ou en les attaquant. Je voudrais, une fois avoir tenu ce propos-là, vous dire aussi que notre réflexion porte sur le renforcement de l'anticipation, sur la préparation et la réparation du pilotage qui effectivement, et dans vos questions vous l'avez dit, à certains moments, le système qui consiste à faire remonter jusqu'à l'autorité du préfet de police la nécessaire intervention ne permet pas la réactivité qui a été évoquée notamment dans des questions par les partenaires sociaux qui ont pu le dire, mais j'y reviendrai. Je voudrais du coup maintenant balayer, et avec Laurent on va se compléter, les différentes questions qui ont été posées. Patrick Kanner a évoqué l'enjeu de l'ordre public, l'enjeu fondamental de l'ordre public, et je sais que ça va tous nous réunir sur ces rangs-là. Et il a posé la question de dysfonctionnement, j'ai pu les évoquer, il a parlé des partenaires sociaux qui ont pu le dire, mais aussi des institutions internationales. Je voudrais juste rebondir sur ce sujet. Si vous écoutez, et quelqu'un a parlé du chemin de crête à un moment donné, si vous écoutez les organisations syndicales de police, elles vous diront « donnez-nous les moyens d'être plus fermes ». Et si vous écoutez les institutions internationales, c'est « il y a une violence policière absolument insupportable et on nous a mis au même niveau que le Venezuela ». Et donc, très clairement, on voit bien qu'il est difficile de choisir un chemin de crête. Non, je témoigne de ces oppositions qui existent dans le débat de la société. Je ne vous dis pas mon sentiment. Mon sentiment, il est clair. Il est qu'aujourd'hui, il faut de la fermeté dans la mise en œuvre et c'est ce à quoi nous nous employons. M. Kanner a posé la question du plan de recrutement pour la police. Il est vrai que l'ordre public a perdu des effectifs ces dernières années et que quand
les gouvernements précédents, à partir de 2015, ont lancé un plan de recrutement. Plan de recrutement que nous avons décidé de mettre en œuvre depuis 2 ans. Ni les gouvernements précédents, sous l'autorité du président François Hollande, ni les gouvernements actuels n'ont priorisé, et pour le gouvernement actuel, c'est 10 000 emplois supplémentaires que nous voulons recruter dans le renseignement, dans la police, dans la gendarmerie. Nous n'avons pas priorisé l'ordre public, ni depuis 2015, ni récemment. Évidemment, ce qui se passe et ce qui ne manquera pas de se passer encore demain, je crois que chacun a cela en tête, nous amènera à nous interroger. Pas maintenant parce qu'on a les sorties d'école, mais dans la répartition nouvelle que nous devrons mettre en œuvre sur ces sujets. C'est pour répondre à M. Kanner. Monsieur Leroy, vous avez dit quelque chose de très sensé. C'est samedi prochain que nous verrons déjà les premiers effets opérationnels de cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le 8 décembre et samedi dernier, nos forces de l'ordre ont agi de façon satisfaisante et en même temps, il faut reconnaître qu'on n'avait pas ce niveau de violence préparé, qu'il y a eu des tensions fortes au fil de ces samedis, mais pas à ce niveau-là. Donc je ne dis pas seulement qu'il faudra évaluer samedi prochain, surtout que les dispositifs que nous vous proposerons auront besoin de temps pour monter en puissance, même si les premières mesures seront en vigueur dès samedi prochain. Il y aura ensuite, très vite, et le Conseil constitutionnel doit se prononcer vite, la question a été posée par plusieurs d'entre vous, le dispositif de la PPL dite anti-casseurs. Je vais l'appeler PPL Retailleau ici, rendons au président du groupe LR la paternité de ce texte, paternité que je ne lui conteste pas mais que je soutiens. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on sait aussi qu'elle nous donnera des moyens à la fois d'anticipation 24 heures avant, à la fois de sécurisation du site avec des moyens renforcés et à la fois d'interdiction de présence de certains personnages identifiés. Je crois que les questions que nous ferons avec Laurent Nunez permettront de vous dire comment on veut procéder sur ce sujet-là. A été évoqué par le sénateur Leroy les questions des perquisitions administratives. Laurent Nunez a répondu à cette question. 7300 contrôles préventifs amont ont été faits. Le 8 décembre, ils ont été redoutablement efficaces parce qu'il y avait des gens qui venaient en voiture, par exemple, et qui, au contrôle autoroutier, ont été contrôlés avec un grand nombre de boules de pétanque qui ne correspondaient pas à un concours auquel ils avaient décidé de s'inscrire. Et donc, on a pu le faire. Là, sur les 7300 contrôles qui ont été faits, très peu ont abouti, certains oui, mais très peu ont abouti à constater des armes par destination qui étaient utilisées par certains pour venir manifester. Parce qu'ils ont anticipé cela, et donc il nous faut sur ces sujets être très réactifs. La question a été posée sur l'état d'urgence par le sénateur Leroy et a été reprise aussi. Je crois qu'il faut avoir en tête que l'état d'urgence est un état d'exception. C'est une réponse provisoire à un péril imminent. Et nous ne sommes pas dans cette situation d'un péril imminent pour la société française. La loi Retailleau, je crois, nous apporte des outils utiles pour répondre aux moyens de notre réglementation et notre doctrine doit permettre de faire face sans pour autant s'inscrire dans la logique de l'état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. Madame Trondlet, vous nous avez interrogé sur le renseignement, vous nous interrogez sur les contrôles, et donc on y a répondu à 2 voix. Je voudrais préciser que le travail avec le procureur sur Paris, mais comme ailleurs, j'étais ce matin à Toulouse, j'ai rencontré le procureur et le préfet et le maire pour aborder la situation, et donc évidemment ce travail il est permanent. Et que sur Paris, il a été permanent, mais que il y a des outils qui ont été facilement applicables après le 1er décembre, ce qui a été constaté. Je vous rappelle que samedi, il y a 10 jours, la manifestation sur Paris s'est déroulée sans difficulté particulière. Et donc, il faut avoir cela en tête. Les moyens étaient-ils suffisants? Nous avions mobilisé 5300 hommes. 300 pompiers supplémentaires étaient mobilisés. Dès le matin, je voudrais l'évoquer devant vous, ce n'est pas dans les questions, mais dès le matin, nous avons vu ce qu'on appelle une mauvaise physionomie. Dès le matin, les manifestants ont voulu reprendre l'Arc de Triomphe. Ils avaient cet objectif en tête. Ils ont constitué des carrés, des tortues, pour attaquer nos forces. Ils ont attaqué et cassé la grille du souterrain qui mène à l'Arc de Triomphe. Ça ne s'est pas su, je vous le livre. Et ce sont nos forces de sécurité qui ont dû libérer le souterrain à coups de grenades lacrymogènes pour le dégager. On a assisté à cette très grande violence et à ce moment-là, nous avons pris une décision. Au moment de la conférence que nous avons avec les préfets de zone, nous avons pris la décision de constater qu'il y avait moins de pression en province, ce qui est un arbitrage difficile quand vous répartissez les forces, et nous avons immédiatement pris la décision en fin de matinée de rapatrier des forces supplémentaires sur Paris pour agir à cela. Mais dès le départ,
il y avait 5300 hommes et 300 pompiers. La question m'a été posée de dire oui, mais par rapport au 8 décembre, ce n'est pas la même proportion. Je vous rappelle que la semaine d'avant, il y avait 27 000 manifestants en France. Le 8 décembre, il y en avait 130 000. Je sais que les chiffres peuvent être contestés, mais la même grille d'analyse des chiffres a montré cela. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu cette dimension d'anticipation. Mais il faut aussi avoir en tête que notre capacité de mobilisation de nos forces à la 18e semaine est un peu différente. Elle est un peu différente parce qu'il faut aussi que nos forces puissent, à certains moments, se reposer et nous devons jouer sur cette répartition. Mais nous étions samedi à un très haut niveau de mobilisation des forces de sécurité, tant en matière de CRS qu'en matière d'escadron. La question suivante était celle de M. Brignot, et si vous en êtes d'accord, je propose que ce soit Laurent Nunez qui réponde. Donc voilà sur ce commandement unifié, c'est ça ce que nous souhaitons, qu'à Paris comme en province, on ait vraiment une direction unique, même si c'est sous l'autorité, bien évidemment, du préfet de police de Paris, quoi qu'il en soit. Voilà. Ensuite, j'avais la question de il y avait la question de M. Bonnecarrère sur l'Arsenal. C'était toi. Alors, M. Colomba, donc simplement M. Colomba, donc qui demandait comment, d'abord, la DGSI, 300 personnes, etc. Alors, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la naïveté, pardon, mais enfin, on n'a pas 300 ultra-minoritaires qui font que un mouvement comme celui de samedi dégénère. Pardon, ils ne sont pas 300, ils sont beaucoup plus. Et ils ne sont pas constitués que d'ultra. Il y a aussi des gilets jaunes qui sont radicalisés. C'est le reliquat, les personnes qui restent et qui se radicalisent sur place et qui rentrent dans des scènes d'extrême violence. Donc ils ne sont pas que 300, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et on en connaît une partie, mais on ne les connaît pas tous. Bon. Voilà. Donc, et ces individus, donc ça répondra à une question aussi qu'on aura par la suite. On nous demande comment on fait pour les interpeller. Donc j'y reviendrai quand on parlera de la loi de 2010. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre d'individus qui sont connus. Ce sont des individus des mouvances d'ultra-gauche, des individus des mouvances d'ultra-droite. Et ces individus se donnent parfois des rendez-vous. C'est un travail de renseignement qui est fait. Donc ces individus se donnent rendez-vous. Et oui, il y a des actions qui visent à les interpeller avant qu'ils ne rejoignent le cortège. On le pratique, bien évidemment. On le pratique chaque samedi quand on a l'information selon laquelle le groupe va se constituer, se donner rendez-vous à un endroit donné. Mais vous imaginez bien que plus le mouvement avance et plus ces individus s'organisent pour être arrivés sur le cortège en ordre extrêmement dispersés. Mais voilà, donc ils ne sont pas 300 et ils sont suivis par l'ensemble des services de renseignement, mais ils sont bien plus nombreux que 300. Et encore une fois, il faut bien insister sur une chose. Samedi, on avait 10 000 individus qui étaient violents. Donc on évalue à peu près à 1500 le nombre d'individus ultra, mais il y avait également le reste des participants étaient des individus qui ont cassé systématiquement, qui étaient extrêmement violents et qui étaient des émeutiers. Oui, à Paris, c'était à Paris. C'était 10 000 individus qui étaient extrêmement violents, qui ont participé, l'ensemble d'entre eux a participé aux violences. C'est la question qui a été posée à chaque fois, c'est la question qui se pose évidemment, j'imagine, à tout ministre de l'Intérieur qui tente d'évoluer une doctrine. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas dans la règle traditionnelle d'une manifestation. Il ne s'agit pas de chocs qu'on a connus dans l'histoire de nos manifestations à certains moments entre la police et les manifestants. Non. Il s'agit de gens qui n'ont aucune revendication, et j'y reviendrai tout à l'heure, si c'est celle de casser, de détruire. Et donc ça appelle effectivement à faire en sorte que nous ayons une réponse de la plus grande fermeté. Monsieur Bonnecarrère, vous m'interrogez sur la consigne. La consigne, c'est celle de la plus grande fermeté. La question est-elle, que vous avez posée, c'est avons-nous un arsenal juridique suffisant ? Je crois qu'il ne faut pas se poser la question maintenant d'une nouvelle loi. Il nous faut réagir d'abord dans l'urgence. Et il nous faut réagir dans les mois qui viennent sur la définition de la doctrine d'emploi que nous allons mobiliser et utiliser. Mais là, la question ne peut pas être « je vous propose une nouvelle loi », parce qu'on sait très bien que, y compris celle qu'on vient de voter sur la PPL Retailleau, ça a pris du temps, alors qu'on avait là un travail qui avait débuté, vous le savez, l'année dernière, et qui du coup a abouti dans des circonstances particulières il y a une semaine et sera opérationnel dans le mois qui vient. C'est un phénomène qui du coup, en rapidité, est extrêmement rare. Donc je ne veux pas répondre à un nouveau texte, parce que j'aurais le sentiment de ne pas faire en sorte que nous puissions faire face dès samedi prochain aux risques que nous connaissons. Mais vous avez raison sur la philosophie. Aujourd'hui, on voit bien que d'un côté, on est considéré comme liberticide, voire même, j'ai eu droit et nous avons eu droit à être comparés au régime de Vichy, et de l'autre, nous savons qu'on nous fait assez facilement le reproche de manquer de fermeté. Ce n'était pas votre question, hein, mais c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes.
la seule doctrine qui s'impose pour le ministre de l'Intérieur qui doit rétablir l'ordre public, c'est celle du message qui est passé à tous, celui d'utiliser la plus grande fermeté, évidemment, en respectant les doctrines d'emploi pour les armes de défense comme le LBD. Madame Benbassa, vous avez dit, et c'est une offense, Benbassa, vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque niveau de la chaîne, décide de laisser faire les casseurs. Et vous me dites, mais vous avez laissé faire pour, au fond, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. J'ai le sentiment, vous m'interrogez du coup en me disant, est-ce que vous auriez laissé faire cela pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes? Je vais vous le dire sincèrement. Je pense que les déclarations de M. Drouet ou de M. Nicole, qui, au soir des dégâts sur les Champs-Élysées, se sont félicités de ce qui s'était passé, suffit à les discréditer et qu'il n'est pas nécessaire que j'y joue un rôle quelconque. Vous avez posé la question de savoir s'il y avait des dispositions, si ces dispositions n'étaient pas suivies, qu'est-ce que nous ferions? Et vous m'avez interpellé sur les questions des mesures sociales. Moi, Madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Et la République, vous en êtes collectivement une part. J'en suis un serviteur, mais je ne suis pas la République. Le Sénat est une des parts de cette République dont j'ai le sentiment qu'ils veulent aussi la faire tomber. Et ce n'est pas par hasard qu'on a interpellé depuis le début du mouvement un peu moins de 10 000 personnes quand même. Ce n'est pas par hasard. 10 000 personnes, dont, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur a donné le chiffre, mais sur ces 10 000 personnes, on a déjà eu 1 800 personnes qui sont passées en jugement, avec dans 40% des cas des peines de condamnation ferme. Donc voilà ce que je voulais répondre pour Madame Thomas. Je pense que tu prends le... Et pour compléter la réponse du secrétaire d'État sur la dimension judiciaire, il faut avoir en tête que sur les 1800 premiers jugements rendus, il y a eu seulement 100 cas de relax. Je le précise parce qu'il a été dit 95% de relax, ce n'est pas le cas, 100 cas de relax seulement, 350 mandats de dépôt, 40% de prison ferme et il y a encore 1800 affaires qui sont en attente de jugement. Je sais qu'on oppose souvent le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, je crois que le sujet ne se pose pas ainsi sur ce dont on parle. Ensuite, c'est aussi notre capacité à interpeller qui peut être insuffisante et à interpeller les bonnes personnes. C'est aussi un sujet. Et une question a été posée sur le profil de ceux qui ont été interpellés samedi dernier. Beaucoup de femmes, pour une raison simple. C'est qu'au fond, elles n'étaient pas entraînées comme les Black Blocs que l'on a connus et dont on sait qu'elles étaient entraînées. Ce sont des manifestantes qui étaient là et qui, du coup, se sont fait interpeller. Ce n'étaient pas forcément les auteurs et il appartiendra au juge, évidemment, d'instruire cela. Mais il y avait aussi des femmes au sein des Black Blocs qui ont été particulièrement violentes. Et donc je crois que sur ce sujet, il y a hélas dans la violence pas de monopole genré. Je voudrais... il n'y a pas de monopole genré, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de différence. La doctrine qu'on met en place, le renforcement de la doctrine que nous mettons en place à compter de samedi, vaut à Paris et sur tout le territoire. Donc ça, c'est à chaque préfet qui appréciera avec les élus concernés s'il y a lieu ou pas, en fonction des périmètres, de prendre des arrêtés d'interdiction. Je redis qu'en dehors de ces arrêtés, ça n'empêche pas de mettre en œuvre cette doctrine sur la notion d'attroupement. Donc dès lors qu'un groupe susceptible de commettre des violences se réunit, donc on peut toujours également intervenir en vue de les disperser sur la notion d'attroupement en vue de commettre des violences, mais à ce moment-là, nécessairement après sommation. Même chose, je rappelle également, puisque la question a été posée, l'arrêté d'interdiction peut être pris par un préfet indépendamment d'une déclaration. Il n'est pas nécessaire que la manifestation soit déclarée pour qu'elle donne lieu à un arrêté d'interdiction. Un préfet qui aurait connaissance d'un rassemblement par des réseaux sociaux ou par tout mode d'information, enfin par tout moyen par lequel ce rassemblement serait porté à sa connaissance, est en capacité de prendre un arrêté d'interdiction. Donc voilà pour répondre à votre question, mais cette doctrine, elle vaut sur l'ensemble du territoire national. J'enchaîne sur la question posée par... Je ne sais pas si ce n'était pas la réponse attendue, dites-le, je complète.
Quelle était la question? Vous avez estimé que c'était inefficace il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ça serait efficace? Alors, c'est pas l'arrêté d'interdiction. Alors justement, j'en profite, je complète, Madame la sénatrice, à votre invitation la question. Le but, c'est pas forcément de... Quand on parlait d'arrêté d'interdiction, il y a quelques semaines, c'était des arrêtés d'interdiction qu'il fallait à tout prix faire respecter. On bloquait un périmètre, on empêchait l'accès à cette zone, ce qui est énormément consommateur en force. La doctrine que nous mettons en place maintenant, ça n'est pas une doctrine qui va consister à tenir le périmètre interdit, c'est-à-dire à empêcher que les personnes s'y rendent. C'est un territoire sur lequel nous allons les disperser, ce qui n'est pas la même chose. Donc, et le cas échéant, les interpeller. Ça n'est pas tout à fait la même notion. Pour répondre à M. Grosdidier qui pose 3 questions très précises, auxquelles je réponds très très vite. D'abord, la réactivité. Samedi, l'ordre était donné, c'était le même ordre, réactivité, interpellation, intervention. Sur le dispositif statique qu'évoque M. Grosdidier, des 12 unités qui étaient affectées à un périmètre de protection, qui n'était pas d'ailleurs que celui de l'Élysée, c'était un périmètre beaucoup plus large, qui couvre également l'Assemblée nationale notamment, et un certain périmètre donc autour de l'Élysée de l'Assemblée nationale, dont je rappelle qu'il constitue systématiquement la cible des casseurs. Systématiquement, leur but c'est de se rendre à l'Élysée, à l'Assemblée, et on l'a encore vu récemment quand il y a eu une tentative de pénétration à l'Assemblée nationale il y a environ un mois. Donc leur but c'est systématiquement de s'y rendre. Donc il serait totalement irresponsable pour les autorités, pour le préfet de police, de ne pas prévoir ce périmètre. La question que pose M. Grosdidier, qui est une question qui, je le reconnais, doit être examinée, est-ce que ce périmètre doit être tenu par des unités mobiles qui pourraient aussi faire du maintien de l'ordre au milieu d'une manifestation, ou doit-il être tenu par d'autres forces? C'est une question qu'il faut examiner, mais je rappelle quand même que, contrairement à ce que on peut dire parfois ou entendre parfois, notamment dans les rangs de l'opposition, je suis désolé, mais un dispositif statique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du maintien de l'ordre. Quand vous avez 2 ou 3 000 personnes qui viennent sur un barrage pour aller à l'Élysée ou rentrer à l'Assemblée nationale, moi j'appelle ça faire du maintien de l'ordre public. C'est comme ça. Je suis désolé de le rappeler, mais c'est comme ça. Voilà pour les 3 questions. Oui, pardon, le LBD, question de M. Grosdidier. Le LBD, bien évidemment, il reste, les conditions d'emploi restent strictement les mêmes. Les unités qui en sont dotées l'utilisent pour disperser un attroupement, une manifestation après sommation ou sans sommation, dans le cadre, donc il y a des conditions d'emploi qui sont très précises, quand les forces de l'ordre sont attaquées ou qu'elles ne peuvent pas défendre autrement la position qu'elles sont tenues de défendre. Et ces règles, monsieur le sénateur, nous ne les avons pas changées. Les règles d'emploi du LBD, elles ne sont pas changées. Samedi dernier, il y a eu des instructions qui ont été passées dans certains services de la préfecture de police, et c'est un des dysfonctionnements que nous avons relevé. Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données, et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres, et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. La question que vous posez est de connaître non pas les motifs de ces évictions, mais les raisons du départ du préfet de police. Ça a été dit à plusieurs reprises, et je le redis de façon la plus solennelle. Le préfet d'Elpuech est un grand préfet. C'est un préfet qui n'est pas là par hasard. C'est un préfet qui connaît son métier, son sens, et qui a un sens de l'État remarquable. Mais, samedi, des instructions, elles viennent d'être évoquées par exemple sur le changement de doctrine d'usage des LBD, ont été prises au sein de la préfecture de police sans l'assentiment. Et donc un changement de doctrine par rapport à celle que nous vous avions présentée et que nous avons fixée, sans l'assentiment du gouvernement et des 2 ministres qui sont devant vous aujourd'hui. Notamment sur l'usage des LBD, mais pas seulement, sur la mobilité, sur les interpellations. C'est donc, à mon sens, la responsabilité des ministres que de fixer une doctrine. Et la responsabilité du maintien de l'ordre public relève du préfet de police. Des décisions ont été prises au sein de la préfecture de police qui manifestement ne sont pas remontées au préfet de police, et c'est un dysfonctionnement grave. C'est la raison pour laquelle, sans remettre en cause l'homme, nous avons souhaité qu'il y ait une reprise du management au sein de la préfecture de police, sans autre arrière-pensée, non pas de mettre la main sur la préfecture de police, parce que ceux qui connaissent le préfet l'allemand imaginent bien qu'il a un caractère certain qui lui permettra d'être dans la plénitude de sa fonction. Il ne s'agit pas de remettre la main, mais de faire en sorte que ce défaut de management que nous avons connu samedi dernier et dans la préparation de samedi dernier soit réglé. Vous m'avez, Madame la sénatrice, posé la question des saisines de l'IGPN. Je vais vous préciser qu'à l'heure qu'il est, il y a 180 enquêtes judiciaires au sein de l'IGPN, conduites au sein de l'IGPN. Il y a 4 enquêtes administratives pour 433 signalements sur la plateforme. Je précise que ces enquêtes judiciaires et administratives vont de l'insulte alléguée
a des blessures graves. Elles sont placées sous l'autorité judiciaire. Je rajoute qu'il y a au sein de la DGGN et de l'IGGN, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, 38 signalements et plaintes qui sont en cours d'instruction. Ces enquêtes judiciaires, les 180 enquêtes judiciaires, pas les 4 enquêtes administratives, sont placées sous l'autorité d'un procureur. Ce sont des enquêtes qui sont menées de façon approfondie et qui mobilisent des techniques d'enquête criminelle. Il y a des milliers d'heures de vidéos à exploiter le plus souvent, des caméras, des smartphones de témoins, des questions ont été dans ce sens-là. Il y a de la balistique et cela se faisant sous l'autorité judiciaire, ça implique un calendrier différent de celui auquel nous espérerions tous que nous puissions avancer. Mais s'agissant de préparer des sanctions, parce que s'il y a faute, il y aura sanction, il est normal que sous l'autorité d'un magistrat, nous prenions tout le temps nécessaire pour cela. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit et nous rendrons publiques les décisions et chaque fois qu'il y aura sanction, nous rendrons publiques ces décisions-là, peut-être sans nommer la personne, mais parce qu'il est normal dans le contexte que nous connaissons que nous puissions répondre à tout cela. M. Gay, d'ailleurs, a évoqué les blessés. Vous m'avez fait le reproche de ne pas avoir un mot de compassion. Je peux vous faire le reproche de ne pas m'écouter, jamais. À commencer par ce matin sur une matinale à France Inter, où j'ai dit ce que j'ai dû dire des cinquantaines de fois. J'ai dit systématiquement qu'un blessé, qu'il porte un gilet jaune ou un képi bleu, était un blessé de trop. J'ai même dit que c'était un échec, parce que chaque fois qu'on a un blessé dans un mouvement, dans une manifestation en particulier, et je fais la différence avec les casseurs, c'est un échec. Et donc évidemment, j'ai autant de mots de compassion que d'émotions personnelles sur chacun de ces blessés, et je ne voudrais pas que vous en doutiez, mais écoutez-moi, je ne vous invite pas à m'écouter forcément, mais écoutez-moi avant d'affirmer cela. Je vous promets que l'émotion, elle ne se distingue pas entre ceux qui sont blessés parce qu'ils étaient dans une manifestation ou ceux qui, dans leur fonction, sont blessés. Mais je fais une vraie différence entre ceux qui sont légitimes à utiliser la force, c'est-à-dire les forces de sécurité intérieure qui protègent les Français et nos concitoyens, nos institutions, et je fais une différence face à ceux qui viennent pour casser ou pour détruire. Sur la question posée par M. Durand sur le travail de renseignement, non, le travail de renseignement, il n'a pas baissé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, il n'a cessé de s'améliorer. Donc l'ensemble des services s'intéresse à cette thématique, cette problématique. Au-delà, et vous comprendrez que je ne peux pas en dire plus, au-delà des mouvances ultra-gauche et ultra-droite qui participent à ce mouvement. Donc, les services de renseignement travaillent sur ce dispositif, travaillent sur ce mouvement, et il n'est pas tout à fait exact de dire que la mouvance ultra-droite n'intervient que de manière minoritaire dans ce mouvement. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils ont du mal à prendre l'emprise parce qu'il y a énormément d'individus d'ultra-gauche qui s'agrègent au mouvement, ça il faut le dire. Leur emprise n'est pas limitée, comme ça a été dit. Donc le rapport de force n'est pas favorable à l'ultra-droite, et c'est en grande partie pour ça qu'on ne les voit pas les samedis après-midi, mais on ne peut pas dire que l'ultra-gauche n'est pas présente. Elle est très présente. Elle est très présente à Paris, elle est très présente à Bordeaux, elle est très présente à Toulouse, et nous les suivons de près. Et j'en profite, Christophe, Monsieur le ministre de l'Intérieur, comme tu m'invitais à le faire, sur la loi de 2010. D'abord, je redis ce que j'ai dit sur les groupes. Quand ils se donnent un rendez-vous pour se rendre à une manifestation, on les contrôle. On les contrôle sur le terrain. Ça se fait tous les samedis. Et on a pu dissuader un certain nombre d'individus de se rendre à des manifestations et les écarter. Concernant l'utilisation de la loi de 2010, il faut qu'on regarde de près. Enfin, moi, Monsieur le Président, on va regarder ça de près, mais là-dessus, moi, je partage ce qu'avait dit Madame Troendlé au moment dans son rapport sur la proposition de loi Retailleau, où elle disait à juste titre que la judiciarisation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, du maintien de l'ordre est encore complexe à mettre en œuvre dans la pratique. Le traitement judiciaire de fait commis en masse dans l'urgence nuit à la qualité des procédures. Et c'est pour régler ces problèmes, justement, que certaines mesures ont été adoptées pour accélérer le traitement judiciaire ou qu'ont été prévues des mesures de police administrative, et c'est bien ce que nous aurons avec la loi Retailleau. Voilà, donc je veux bien qu'on va regarder ces dispositions de la loi de mars 2010, mais j'ai peur qu'elles nous permettent que de traiter qu'un petit nombre d'individus dans le cadre effectivement d'actes préparatoires. Je suis absolument certain que quand c'est le cas, quand des actes préparatoires sont constatés, je pense que la procédure de la loi de 2010 est mise en œuvre. Mais en tout cas, on vérifiera bien évidemment ce point. Pour rétablir l'ordre public face à des voyous, il faut assumer la confrontation. Je le dis. Je ne vois pas d'autres qualificatifs que voyous, si, pire, assassin, pour ceux qui mettent le feu à un immeuble d'habitation dans Paris. Parce que j'étais
Mais les mots est en sens, Madame de la Gontrie. Quelqu'un qui met, mais on peut être en désaccord, quelqu'un qui met le feu à un immeuble d'habitation assume d'être considéré comme un assassin. Et j'ai rencontré la famille, cette maman avec cette petite fille et ces deux autres grands garçons, plus jeunes garçons qui étaient là, et je sais ce qu'elle m'a raconté, je sais ce qu'elle a vu de ses yeux, et elle a vu la mort. Et elle a été sauvée par l'intervention de nos forces de police. Mais Madame la sénatrice, vous pouvez avoir un avis différent. Je considère cela et j'en suis intimement convaincu. C'est ma conviction. Vous pouvez avoir une conviction différente. Mais vous savez, Madame la sénatrice, il n'y a pas la revendication de dire oui, il y a la défense de nos policiers et puis on condamne évidemment la violence, mais quand on condamne la violence, il n'y a pas de mais. Je voudrais compléter le propos que nous avons tenu en répondant à Madame Jourda qui évoque la complaisance du gouvernement, non pas pour nous la reprocher, mais pour la perception qu'on peut avoir. Je voudrais vous dire, la semaine dernière, il y avait en France 27 000 manifestants. Ça n'est plus un mouvement social. Aujourd'hui, il y avait 100 000 manifestants de plus que cela sur l'ensemble du territoire national. Ce mouvement ne survit aujourd'hui que par la violence. Parce que sinon, il est effectivement réduit à quelques milliers de personnes qui manifestent, qui empêchent, qui bloquent. Ce matin, 3 tentatives de blocage de dépôts pétroliers pour empêcher le fonctionnement de la France. Très ciblés, très visés, et qui multiplient tous les moyens de ruser, entre guillemets, avec la police, avec la gendarmerie. Mais ça n'est plus aujourd'hui un mouvement social revendicatif. Il n'y a plus une revendication portée par ces 27 000 gilets jaunes qui manifestaient la semaine dernière. Et donc il y a effectivement cette violence, mais c'est seulement cette violence-là qui est présente dans l'action. Madame la Présidente Primas, vous m'avez posé une question directe, 2 questions directes. Le préfet de police a-t-il désobéi? Vous a-t-il désobéi? Je ne le crois pas. Avec les échanges que j'ai eus avec lui, je ne le crois pas. Par contre, il y a eu des dysfonctionnements graves dans le cadre de son management et sous son autorité. Ce que nous avons évoqué, des changements de doctrine et de mise en œuvre sur l'usage du LBD et plus globalement sur la gestion de la situation samedi dernier, sachant que les modifications, par exemple, sur l'usage du LBD datent de 2 semaines avant. Je peux évoquer une anecdote, même si le mot ne me plaît pas. Dimanche matin, quand j'étais avec les forces de sécurité au commissariat du 8e, c'est un policier qui m'a pris à part et qui m'a dit « Monsieur le ministre, c'est quand même dommage qu'on puisse moins utiliser les LBD ». Ma première réaction est de lui dire « Mais il n'y a aucune consigne sur ce sujet. C'est une erreur, voire même c'est une rumeur ». Et je sais depuis ce matin que depuis 2 semaines, des consignes avaient été données. Je crois que le préfet de police, c'est ce qu'il m'a dit, n'était pas informé. Il y a donc un dysfonctionnement grave de management qui implique les changements sur lesquels Madame de la Gontrie m'a opéré. Mais je le dis, le préfet de police d'El-Puech est quelqu'un qui a le sens de l'État et qui en aucun cas n'aurait voulu désobéir pour désobéir. Et s'il avait eu un désaccord avec moi, je suis intimement convaincu qu'il me l'aurait dit. Vous avez terminé, messieurs les ministres. Je vous remercie d'avoir répondu si complètement à nos questions. 53 minutes de réponse, une audition qui a duré près de 3 heures. Rien que pour les questions qui vous ont été adressées, plus de 30 collègues qui vous ont posé des questions. Et dans l'après-midi, nous avons été jusqu'à 80 sénateurs pour vous entendre. C'est le signe, chaque sénateur représentant ici son département, d'une attente très forte de notre pays sur l'efficacité de votre action en matière de rétablissement de la sécurité. Je sais que la pression sur vous est très grande, mais voyez dans cette très grande implication du Sénat par les questions qui ont été posées, la confirmation que la situation actuelle ne doit pas tourner à une sorte de routine répétitive des désordres tous les samedis, et qu'il y a effectivement non seulement des mesures à prendre, j'espère que celles qui ont été prises hier porteront leurs fruits, mais effectivement une nouvelle mise sous tension de l'ensemble du dispositif des forces de sécurité afin que désormais l'ordre public soit rétabli et l'autorité de l'État
est tout à fait respectée. Voilà ce que je voulais vous dire en mots de conclusion, avec une grande confiance pour nos forces de sécurité qui sont mises à l'épreuve, mais aussi une attente qui doit absolument être satisfaite pour que notre économie, notre société retrouve un climat de concorde sans lequel nous ne pouvons pas avancer dans le redressement du pays.